moment qui me plaît le plus, c'est quand je sens dans l'équipe ce déclic qui fait que tout à coup, ils ne voient plus les choses de la même façon et donc ils vont être capables de créer de nouvelles solutions. Et c'est ça que je trouve génial. On est souvent en entreprise enfermé dans une pensée très linéaire, très cartésienne. Dans la tête des managers, on devrait rentrer dans une pensée beaucoup plus complexe, ajouter un regard systémique sur les choses. Dans le développement logiciel, qu'on soit manager ou développeur, rien ne se passe jamais comme c'était prévu. Je suis Jean-Fabien Hennequin, directeur de Kaibi à Lyon, société spécialisée dans le développement applicatif et le software craftsmanship. Devant le succès de CTOs construit par Pierre L'Hospitalier depuis 2021, j'ai décidé de mettre en lumière les talents du monde de l'IT lyonnais. Je reçois aujourd'hui Nicolas Ruffel, responsable R&D et coach interne pour Tenaxia. Merci d'être là, Nicolas. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et puis, c'est un format un peu spécial. Enfin, le format n'est pas spécial, mais tu es un invité un peu spécial puisqu'il s'agit de ton deuxième passage sur CTOs. Alors, les auditeurs fidèles t'auront entendu il y a peu dans un format CTOs qui était un peu particulier puisqu'il avait été enregistré en public lors de Lyoncraft en avril et que vous étiez 3 invités, donc avec Stéphane Roset et Adrien Blandin que je salue, j'en profite pour les saluer. Le timing était très court aussi pour faire parler 3 personnes sur la mise en place d'une culture craft et l'entretien d'une culture craft au sein d'une organisation. C'était court. Du coup, je pense que c'est une bonne idée qu'on ait un peu plus de temps tous les deux pour aborder d'autres sujets, ce sujet-là aussi. Mais cette fois, tout le temps est pour toi. Est-ce que tu peux commencer en te présentant succinctement ? Oui, donc succinctement, je m'appelle Nicolas Ruffel et donc je suis à la tête d'une équipe de développeurs depuis 16 ans dans la même entreprise. Un éditeur de logiciels et donc j'ai eu la chance de voir cette entreprise grandir et de voir à la fois et le poste, le contenu du poste évoluer et voir une boîte grandir. Donc voilà. Je pense qu'on va avoir l'occasion de revenir sur ton parcours en détail et évidemment un peu plus longuement sur les 15 années qui jalonnent ton évolution au sein de Tenaxia. Je pense qu'on aura aussi l'occasion d'aborder la qualité logicielle, l'humain dans l'entreprise, peut-être un peu le management et le coaching, et puis peut-être d'autres choses. C'est aussi l'idée de ce podcast, c'est de laisser les conversations filer là où elles doivent filer. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Tenaxia et ce que vous faites ? Alors Tenaxia est donc un éditeur de logiciels, comme je le disais, dont le métier est d'accompagner les entreprises dans leur performance durable. Et donc d'offrir à la fois du conseil et du logiciel dans les domaines de la santé, la sécurité, l'environnement, d'un point de vue réglementaire, et autour de l'ESG, et des différents sujets de l'ESG qui sont très vastes. Avant Tenaxia, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles ont été les grandes étapes fondatrices de l'homme et du professionnel que tu es aujourd'hui ? Alors, les grandes étapes, elles ont été à la fois nombreuses et pas trop. J'ai eu la grande chance de commencer dans une entreprise phare à l'époque, qui s'appelait Netscape. Donc ça a été une expérience de 2 ans très enrichissante en tant que développeur dans les services professionnels. Donc en fait, c'est une entreprise de services, sauf que on est porté plutôt par toute l'entreprise avec soi, puisqu'il s'agit d'installer ou de faire du logiciel autour des produits de l'entreprise. Donc on est moins isolé que dans mes expériences suivantes où j'ai pu faire aussi du service directement chez un client tout seul. Voilà. Donc c'était une expérience très enrichissante, une période où Netscape était dans la tourmente avec son rachat par AOL. Avant ça, le fait que le navigateur était devenu gratuit chez Microsoft et fourni directement avec Windows, alors que Netscape, le navigateur lui-même représentait
une très grosse part des revenus de l'entreprise. Donc voilà, ça m'a appris que on peut arriver même avec une entreprise d'une taille déjà assez importante, hein, je sais plus, on devait être autour de 2000 à l'époque, en l'espace de quelques mois, changer complètement de business model sous la contrainte du marché. Donc la résilience de l'entreprise était impressionnante. Bon, résilience relative, puisque de toute façon derrière il n'y avait plus d'argent et il a fallu quand même se faire acheter par AOL qui a fini par couler la boîte. Mais finalement, c'était quand même très très intéressant. Et puis des rencontres d'autres développeurs de très bon niveau et déjà très intéressants et déjà versés dans la qualité et l'envie de faire du logiciel correctement, quoi. Et d'ailleurs, après une interruption militaire, j'ai rejoint certains des anciens développeurs qui avaient quitté Netscape suite au rachat chez NetValue. Donc là, j'y suis resté quand même 5 ans. Et j'ai à nouveau été racheté. Donc, je cumulais là quand même. NetValue faisait de la mesure d'audience et de l'analyse en fait du comportement des internautes à l'époque, racheté par Nielsen Net Ratings au bout de 3 ans. J'ai encore fait 2 ans et puis bon, différentes évolutions de l'entreprise ont fait que j'ai fini par partir. J'ai fait une expérience d'1 an dans une très grosse entreprise industrielle française qui ne m'a pas du tout plu, donc je ne suis pas resté. Et pour des raisons personnelles, je suis parti à Lyon, parce que j'étais à Paris en fait. Je ne l'avais pas dit. Ça m'a permis pendant 1 an et demi de repasser dans le service, donc de redécouvrir un monde que j'avais oublié, avec des expériences plus ou moins intéressantes selon les cas. C'était en plus une époque de grands changements puisque on voyait arriver enfin des EJB, enfin des évolutions autour de Java, des nouveaux frameworks comme Spring, etc. Moi qui avais quitté le monde de Java à cette époque-là, enfin un petit peu avant, et qui était passé plus sur des technos type C++, etc. Je revenais vers un langage que j'aimais bien à l'époque, et puis de nouvelles technologies qui permettaient de faire des choses complètement différentes. Donc mais bon, de toute façon, ça faisait un petit moment que j'avais envie de remanager, parce que j'avais eu l'expérience, enfin la chance chez NetValue de manager des équipes, enfin une équipe, et j'avais envie de retourner vers le management, j'avais envie de retourner vers l'organisationnel. J'avais aussi découvert chez NetValue Extreme Programming et donc les méthodes agiles. Donc je suis tombé dedans en 2003 en fait. D'accord, donc, ça remonte à 2003 en fait, la rencontre avec l'agilité. En tout cas, Extreme Programming, oui. C'est la première, enfin pas notion, mais que tu associes à la qualité logicielle, en tout cas la formalisation d'un certain nombre de principes qui vont dans le sens d'une meilleure qualité logicielle ou de faire les choses autrement pour les faire mieux. Alors dans mon cas, oui, c'est par là que je suis rentré dans la notion de qualité logicielle, oui, puisque avec Extreme Programming sont arrivées des pratiques telles que le TDD, telles que le découpage en petites histoires. Je me rappelle pas si ça s'appelait déjà des user stories, mais c'était la même idée, d'avoir le client au plus près, même s'il n'y avait pas d'équivalent de PO dans Extreme Programming, mais enfin bon voilà, il y avait quand même beaucoup de principes et de pratiques qui amenaient vers plus de qualité, le pair programming, donc la revue permanente, enfin beaucoup de concepts auxquels j'ai été sensibilisé, on va dire, à ce moment-là. Et ça, c'est des rencontres, tu as parlé de développeurs qui t'ont un peu éveillé à la qualité logicielle, enfin en tout cas tu ne l'as pas dit comme ça, mais chez Netscape, que tu as ensuite suivi chez NetValue, c'est eux qui t'ont apporté, qui t'ont éveillé à ces concepts-là, c'est des lectures, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette secte ? Le vilain mot. Oui, c'est en partie eux. Et puis justement le fait qu'on ait cherché à changer de façon de faire du logiciel, donc au travers d'Extreme Programming à l'époque,
Mais il y avait déjà quand même pas mal de notions. On parlait déjà de design pattern dans l'entreprise. On en avait fait en Java. J'en faisais en C++ aussi, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Ça dépend des patterns. Surtout dans un environnement Windows. Il y avait... C'était pas vraiment formalisé. Mais il y avait vraiment ces notions de qualité qui étaient présentes, oui. À 2 points de vue, nous ne pouvions pas nous permettre de perdre des clients. Et il y a une partie du temps où j'ai travaillé sur du logiciel qui permettait de capter ce que faisait l'internaute en fait sur son poste. Et donc perdre un internaute volontaire pour qu'on regarde ce qu'il faisait sur son poste, ça coûtait très cher. En fait, ces panels d'internautes coûtaient très très cher, donc on ne voulait pas en perdre. Donc on n'avait pas le droit de mettre en place ce logiciel, puis qu'il plante, et puis qu'on perde l'internaute définitivement parce que simplement le logiciel avait planté. Et qu'il ne le savait pas lui, hein, parce qu'évidemment, si on lui rappelait toutes les 2 minutes qu'on regardait ce qu'il faisait, il risquait de couper. Donc il avait accepté au début, après il fallait être le plus discret possible pour ne pas l'inciter à se désinscrire. Donc oui, il y avait ça, et puis sur la qualité plus générale du code, on construisait des choses de plus en plus complexes, et donc on se retrouvait très vite confronté à des tas de problématiques logicielles sur lesquelles tout ce qui va maintenant être dans le domaine du craft, mais qui à l'époque portait pas encore vraiment de nom, je pense. En tout cas, moi, j'étais pas au courant. Avait un apport majeur, quoi. Donc, je pense que je sais même pas si le livre de Robert Martin, Clean Code, était sorti à l'époque, mais il y avait déjà des articles qui circulaient. Il y avait déjà parce qu'il y avait d'autres méthodos qui parlaient d'agilité, mais qui parlaient aussi de code. Il y avait Crystal Clear qui a été écrit par. Et là, tu me regardes, mais je ne sais pas. Je ne sais plus non plus, j'ai un trou de mémoire. Coburn. Et qui lui-même, derrière, a posé aussi les bases des architectures hexagonales. Donc tout ce petit monde ne faisait pas que de la méthodo. Ken Beck, qui avait écrit Extreme Programming, c'est lui qui a écrit la toute première version de JUnit. Donc le TDD, ça vient de lui. Enfin voilà, le mélange à la fois de principes généraux d'organisation pour faire du bon logiciel, mais aussi l'apport d'outils qui allaient avec pour accompagner. L'agilité de l'époque ne s'arrêtait pas juste à une méthode comme Scrum qui fait fi de toute technique. C'était un mélange de... Alors Scrum existait déjà, mais on en parlait un petit peu moins à l'époque. Et les méthodes auxquelles moi j'avais été confronté mélangeaient à la fois des principes généraux d'organisation, comment faire le bon logiciel en mettant le client au centre, etc., mais aussi des parties vraiment techniques avec les outils pour nous accompagner pour s'améliorer techniquement. Et le fait que tu rencontres ça chez Netscape à cette époque, c'est un hasard complexe, que ce soit dans une boîte à la culture américaine et peut-être un peu start-up aussi, ou c'était très lié finalement? Je ne pense pas que c'était lié parce que c'était vraiment porté par un groupe de développeurs en France. Donc, en tout cas, ceux avec qui j'étais en contact. Mais par contre, eux étaient très ouverts à tous les articles qui sortaient à l'époque et qu'on pouvait trouver. Donc, honnêtement, non, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien avec le côté américain. Puis derrière, NetValue, ça s'appelait NetValue, mais c'était français, jusqu'au rachat, c'était complètement français. Donc, non, je suis pas sûr. Peut-être qu'eux avaient une culture, parce qu'ils étaient plus anciens que moi et plus expérimentés que moi. Moi, j'arrivais. Donc peut-être qu'eux avaient été sensibilisés par ailleurs. Mais en tout cas, moi, j'étais pas au courant. Ouais, ok. Et donc 2011, 2012, tu rejoins Tenaxia. 2008. 2008. Hey, 2008. 2008, tu rejoins Tenaxia. Voilà. Là, pour continuer ta carrière de manager, tel que tu évoquais tout à l'heure. Voilà. Ok, Tenaxia, qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet, dans le poste? Qu'est-ce qui fait que tu rejoins cette société?
Ce qui m'a attiré, c'était que c'était une entreprise qui était en croissance, que j'avais fait l'expérience d'une grosse entreprise, que ça ne m'avait pas forcément bien plu. Donc j'avais envie d'une entreprise qui était encore petite et qui allait croître pour justement vivre cette croissance. Et ça a été un des points vraiment intéressants. L'autre point, c'est que on m'a décrit à l'époque le poste en me disant voilà, il y a une équipe de dev, les choses ne se passent pas exactement comme on voudrait qu'elles se passent, et on va te laisser faire à ta façon pour que ça marche mieux. Et très vite, j'ai eu de la confiance en fait pour organiser comme je voulais. Donc, ça veut dire que la façon de faire que tu avais proposée en entretien avait quand même recueilli leur intérêt. Oui, alors je me rappelle pas exactement des entretiens, mais je suis forcément arrivé déjà à l'époque en parlant de façon de travailler différente, oui. D'agilité, je sais pas si j'ai employé le mot à l'époque, je ne me souviens pas, mais d'organisation un petit peu différente de ce dont ils avaient l'habitude. Et d'ailleurs, au début, ça a été... nous avons eu pas mal de discussions avec la direction parce que j'ai proposé des changements qui leur paraissaient complètement disruptifs par rapport à ce dont ils avaient l'habitude. Allez, illustration, qu'est-ce qui était disruptif en 2008 4 produits, 4 développeurs en silo. Et moi, je suis arrivé, j'ai dit non, une seule équipe, et ils travaillent à 4 sur un produit, et on fait tourner les produits. Donc ça, c'était complètement différent. Au lieu d'avoir des gens qui travaillaient tout seuls sur un produit, et donc qui n'échangeaient que très peu avec leurs collègues, là, ils allaient travailler vraiment ensemble, à développer un produit à la fois, ou 2 produits à la fois, en étant à chaque fois en paire. Mais en tout cas, et puis ils allaient tourner, ils allaient travailler sur tous les produits. Donc ça a été la première chose que j'ai changé. Sans même encore parler de mettre du Scrum ou autre chose, mais voilà. La déspécialisation. La déspécialisation, parce que j'avais entendu parler d'un truc, le bus factor. Le bus factor, pour ceux qui ne savent pas, c'est combien on peut perdre de développeurs dans un accident de bus sans mettre en péril l'entreprise. Et là, si je perdais un développeur, je perdais un produit. Donc forcément, il y avait un risque énorme. Alors c'est un peu extrême de parler d'un accident de bus, mais les gens tombent malades, les gens partent en vacances, ça crée des trous dans les emplois du temps, c'est pas toujours prévu, donc derrière ça décale des sorties de produits, des sorties de fonctionnalités, et donc faire travailler plusieurs personnes sur un même produit, ça permet de lisser en fait le risque. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer dans les discussions qu'on a ensemble, puisqu'on on échange ensemble depuis plusieurs années maintenant. La déspécialisation des développeurs, c'est quelque chose qui est clé pour toi, évidemment. Tu évoques souvent aussi la mise en place, qui peut paraître comme outil évident maintenant aujourd'hui, mais la mise en place de boucles de feedback. C'est quelque chose que tu as tout de suite aussi mis en place quand tu es arrivé chez Tenaxia, et si oui, comment est-ce que ça se matérialise ? Alors, ça s'est pas mis d'un coup en place. Ça s'est mis en place avec le temps. C'est-à-dire que à l'époque où je l'ai commencé à le mettre en place, nous faisions déjà du Scrum, et donc nous faisions déjà des rétrospectives, et donc les boucles de feedback ont été ajoutées par l'équipe finalement. Alors, je les ai sans doute un petit peu guidés, incités, je voyais qu'il y avait des besoins, mais l'idée c'est que c'est l'équipe qui a décidé d'ajouter ses propres boucles de feedback. Donc il y a des boucles de feedback qui étaient déjà là dans Scrum ou dans notre organisation, il y en a d'autres qui n'existaient nulle part et que nous avons ajouté. Dans notre process actuel, un développeur qui attaque une tâche, comme nous n'avons pas d'architecte, il n'a personne pour lui dire comment il va faire. Donc il va étudier la tâche et puis les impacts d'architecture éventuels qu'il y a pour résoudre la problématique. Et ça, il le présente à un autre développeur. Donc forcément, première boucle de feedback, si l'autre développeur a un avis différent ou s'il est plus expérimenté, éventuellement, il va demander soit des évolutions, soit trouver un consensus. En tout cas, il y a une discussion qui se crée et en général, avec 2 cerveaux, la solution proposée est meilleure. Ils peuvent le faire aussi directement en pair programming. Il y a des sujets, quand on les attaque, on voit tout de suite qu'ils sont très complexes et même l'étude de la tâche à effectuer peut se faire en pair. Bon là, en pair, il n'y a pas de question de boucle de feedback, elle est permanente.
Derrière, quand on fait du dev, on fait du TDD, autant que possible. Le TDD, boucle de feedback immédiate au fur et à mesure qu'on code. C'est rouge, c'est vert, hop, premier feedback, ça passe. Je refactor, c'est rouge, autre feedback, et ainsi de suite. Donc le TDD, c'est une boucle de feedback permanente. Et même si on ne commence pas par écrire les tests, on a très vite un feedback quand on écrit les tests après le code, parce que quand on les exécute, on voit si ça passe ou si ça passe pas. Donc ça aussi, c'est du feedback. Et puis tout au long de notre process, on va avoir d'autres boucles, il va y avoir de la revue de code, il va y avoir une démo intermédiaire, contrairement à Scrum disait, on fait la démo, enfin la revue de sprint à la fin. Nous avons très vite compris que c'était trop tard quelquefois d'attendre 15 jours pour avoir un retour sur la fonctionnalité. Donc nous avons décidé que quand un développeur finissait un ticket, il allait le présenter au PO. Il y a d'autres devs intéressés. Donc, encore une fois, une boucle de feedback avancée. Donc, tout au long de... Enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais nous en avons plein. Puis derrière, quand on intègre dans le GitLab, il y a plein de boucles de feedback aussi. Il y a des robots qui passent, des SonarQube. Donc, le feedback, il est tout au long de la chaîne. L'objectif étant de fabriquer de la qualité intrinsèque. Tu as dit dans l'explication, en tout cas l'illustration que tu viens de donner, que vous n'aviez pas d'architecte. En tout cas de casquette d'architecte dans ton équipe. C'est aussi une volonté de déspécialiser les fonctions ou pourquoi vous n'avez pas d'architecte ? Alors au départ, c'est un choix, je pense, très personnel. Je pense que j'ai dû être traumatisé par des architectes. J'ai eu des expériences où j'ai vu de très bons développeurs écrire du code, un architecte passer le soir et réécrire le code sous prétexte que ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait. Et auquel on ne pouvait rien dire face à cela parce que c'était l'architecte et il avait forcément raison. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai voulu éviter dans mes équipes. Ça a des avantages aussi de ne pas avoir d'architecte parce qu'on n'a pas forcément toujours des personnes qui font des choix suffisamment éclairés, suffisamment craft quand ils proposent du code. Et puis celui qui fait la revue, s'il n'est pas architecte, il n'a pas forcément non plus ses compétences. Donc on peut laisser passer du code avec une qualité moindre parfois. D'un autre côté, ça permet que tout le monde se sente architecte et se sente investi de ce rôle d'essayer de faire du bon code et d'essayer d'avoir une architecture, d'avoir une vision globale du code et non pas seulement une vision locale par rapport à la tâche qu'ils sont en train de faire. Et donc cette prise de recul permet aux gens et de grandir et parce qu'ils apprennent au fur et à mesure, et de faire des propositions. Et puis il y a des fois, c'est vrai qu'on a beau ne pas être architecte, on peut avoir une très bonne proposition d'architecture parce que on n'est pas à l'abri d'avoir des gens intelligents, donc il faut en profiter. Non, mais c'est un peu ce qui me dérange dans la notion de j'ai un architecte qui décide pour les autres comment on va organiser le code. Ça veut dire que les autres développeurs ne sont pas assez intelligents pour faire ce genre de proposition. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me gêne aux entournures. Donc j'ai tendance à préférer prendre le risque de temps en temps d'avoir une architecture qui n'est pas au top. Risque qui existe aussi avec des architectes, parce que au bout d'un moment, ils peuvent devenir aussi hors sol, ne pas se poser les bonnes questions, ça peut arriver aussi. Donc finalement, le risque, il est là, mais il est limité. Et on est plutôt dans l'idée d'aller faire grandir les gens, qui fassent leurs propositions. J'essaye autant que possible d'avoir des personnes expérimentées qui font la revue d'études ou qui font la revue de code à la fin. C'est pas toujours le cas, mais c'est fréquent. Donc s'il y a un vrai problème d'architecture, on va quand même l'identifier. Mais ça ne sera pas un architecte qui va en parler, c'est un autre développeur avec exactement le même titre que les autres développeurs, sauf qu'il a plus d'expérience. Donc ça ne crée pas non plus de fossé entre les différents types, entre différentes classes de développeurs. Voilà. J'aime bien la façon que tu as eu de le dire. Je prends le risque. Ce que tu décris dans ta vision d'une équipe de réalisation complète avec les différentes fonctions que ça englobe. Moi, ce que ça m'inspire, en tout cas, c'est pas le chemin de la facilité. Enfin, c'est le chemin vers une meilleure qualité. On m'en parlait, il y a des convictions derrière. Mais il y aurait des chemins plus faciles, j'imagine. Ça nécessite un investissement important pour impliquer chaque personne, pour les garder impliqués, motivés.
et pour leur faire adopter des process, des réflexes et une montée en compétences techniques aussi et fonctionnelles plus larges, puisqu'ils sont amenés à intervenir sur des périmètres plus larges. Tu le vois comment ça, c'est des inconvénients sur lesquels il faut vivre avec, et c'est des inconvénients qui vont avec l'exigence de qualité logicielle. C'est difficile du coup au quotidien d'avoir cet investissement. Comment est-ce que tu le perçois après de longues années maintenant de management et de faire grandir une équipe dans cette direction-là? C'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de simple et c'est très variable dans la vie de Tenaxia. Il y a eu des hauts et des bas par rapport à ça. Quand on a un petit nombre de développeurs, c'est plus facile de les engager parce que tout le monde sait ce que l'autre fait à côté, surtout quand ils travaillent ensemble. Donc on peut pas se planquer. Quand on a un coup de mou, ça se voit tout de suite. Par rapport à l'engagement sur la qualité et l'envie d'apprendre, c'est plus facile d'engager une petite équipe qu'une grosse équipe. On s'adresse directement aux gens, on va les voir. Quand on sent qu'ils ont besoin d'aide, on l'identifie beaucoup plus vite. Quand l'équipe grandit, c'est plus dur. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois et je continue de le vivre. Quand elle grandit en plus avec beaucoup de développeurs juniors, c'est encore plus dur. Parce que toutes ces exigences d'architecture et de qualité ne sont pas forcément évidentes. Un développeur, on lui demande de résoudre des problèmes, de prendre un ticket, de résoudre le ticket, puis de passer au suivant. Il a souvent la pression du temps. Si on lui met en plus la pression de la qualité, c'est pas facile. Et donc, certains vont facilement comprendre l'intérêt qu'il y a de passer du temps à écrire du code de meilleure qualité, et d'autres ne vont pas le comprendre. Et ça, c'est, je pense, à ma façon, un problème de maturité du développeur, mais pas de maturité en tant qu'humain, c'est dans son rôle de développeur. On sait bien que sur le long terme, la qualité paye toujours par rapport à la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse sur le long terme va être supérieure si on a écrit du code de qualité tout le temps, alors que ça a tendance à ralentir quand le code gonfle, que la complexité augmente en permanence, et plus ça va, plus il est difficile de faire des changements dans le code. Donc cet investissement dans la qualité, c'est pas un investissement court terme, et j'essaye autant que possible, en fonction évidemment de la pression qu'il y a dans l'entreprise, en fonction des besoins, mais j'essaye autant que possible de viser le long terme, pas le court terme. Et donc l'engagement, juste pour finir de répondre à ça, il faut arriver à faire mûrir les développeurs pour qu'ils comprennent que leur engagement n'est pas un engagement court terme, c'est un engagement long terme. Il y a un vrai intérêt pour un développeur junior qui se sent d'aller dans cette direction, de rejoindre une équipe comme la tienne. À part l'inverse, mais du coup, comment tu fais, toi, au moment du recrutement, pour identifier, qu'est-ce que tu essayes de percevoir, comment est-ce que parce que forcément, c'est quelque chose que tu essayes de détecter au recrutement, quelles sont les qualités que tu recherches au recrutement, que tu essaies de détecter pour un développeur junior? Comment est-ce que, tu n'as jamais d'assurance, bien sûr, mais comment est-ce que tu essayes de te faire une conviction sur l'adéquation de la personne, encore junior, avec ces convictions-là et cette capacité à prendre ce chemin qui est ardu? C'est pas facile. C'est pas facile. Si on sort complètement de la technique, déjà, je vais chercher de la franchise. Je vais essayer de m'assurer que le développeur est quelqu'un de franc, c'est-à-dire qu'il ne va pas m'inventer une solution quand il n'en a pas. Si je pose une question et qu'il n'a pas la réponse, évidemment, il prend le temps de réfléchir. Et alors, soit il m'invente une réponse mais qui a du sens et qui est construite, et là il prouve qu'il réfléchit bien et qu'il va être capable de résoudre des problèmes même s'il n'a pas forcément la solution au départ. Soit il ne trouve pas de réponse, il ne sait pas la construire parce qu'il n'a pas ce qu'il faut en bagage technique par exemple. Et dans ce cas-là, plutôt que m'inventer un truc qui veut rien dire, essayer de me mener en bateau, j'attends qu'il me dise non, je ne sais pas. Et déjà, ça c'est la première étape, parce qu'un junior qui dit qu'il ne sait pas, ça veut dire que quelque part, il sait ce qu'il ne sait pas, donc il veut peut-être apprendre des choses derrière. Et
J'ai un système d'entretien avec des questions à tiroir. Donc je pose des questions de fond et je descends de plus en plus dans le pointu de la technique en fonction des réponses précédentes. Et je ne m'attends pas à ce qu'un junior me permette d'aller poser les questions jusqu'au fond. Mais j'attends malgré tout des personnes qu'elles se soient posées des questions sur ce qu'elles utilisent comme outil. Parce qu'on n'utilise bien un outil que quand on le connaît. Perso, j'ai déjà essayé d'utiliser une hache pour couper un steak, c'est pas très efficace. Hein. Ça crée des dégâts à côté. Hein. Mais c'est dur pour un junior de prendre conscience déjà de ce point-là, d'avoir déjà conscience quand on a 1 an, 2 ans d'expérience, à peine. Oui, c'est dur. Avoir conscience qu'il faut avoir, d'avoir un regard, d'essayer d'avoir un regard critique sur. Évidemment, bien sûr, c'est un signe de justement, c'est un signe de seniorité en fait, mais. Pour un junior, c'est difficile comme démarche. Oui, c'est difficile. Mais depuis le temps que j'ai recruté des développeurs chez Tenaxia, que ce soit des CDI ou des prestataires, je m'aperçois que même chez les juniors, il y en a qui ont cette capacité à se poser des questions, cette capacité à prendre du recul, cette capacité à construire des réponses en fonction des briques techniques qu'ils possèdent déjà, et puis une sensibilité à certains sujets, craft entre autres, que d'autres n'ont pas. Et oui, je passe peut-être à côté de candidats qui pourraient se révéler très bons chez nous, mais qui n'ont pas cette sensibilité au départ, mais qui finalement pourraient être très bons. Je passe à côté parce que je détecte pas ça, parce qu'un junior, c'est difficile de lui poser des questions justement où on va en profondeur dans la technique. Donc, comme je ne peux pas aller là-dedans, j'essaye de comprendre s'il a compris ce qu'il utilisait déjà. Voilà. C'est comme tout. Il y a toujours 2 côtés d'une page. Hein. Il y a le côté positif et puis le côté négatif. Je compose en fonction des réponses. Mais ce qui va vraiment m'intéresser chez un junior, c'est sa capacité à apprendre, sa franchise. Si déjà je vois qu'il est capable d'apprendre, donc si au cours d'une première expérience, même de 6 mois, il est capable de me décrire ce qu'il a appris et en quoi c'est important pour lui de l'avoir appris, que derrière je m'aperçois qu'il essaie pas de me mener en bateau dans ses réponses, c'est déjà vachement positif. Après, si en plus il a eu la chance dans sa première expérience d'utiliser des outils et de comprendre à quoi servaient ces outils, là il marque encore des points. C'est encore mieux. Voilà. Il a tout ça. Tu lui proposes de rejoindre ton équipe. Il a très envie, il accepte. Qu'est-ce que tu mets en place en tant que manager? Qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui dans cette organisation que tu décris maintenant depuis quelques minutes, orientée qualité, pour le faire grandir le plus vite possible par rapport au niveau d'exigence que tu as, que l'équipe a pour arriver au standard, pour rester au standard de qualité que tu souhaites maintenir. Comment est-ce que tu fais grandir tes gars? Je les fais travailler avec d'autres gars. Voilà. Donc l'idée, c'est pendant au moins les 15 premiers jours, souvent le premier mois, ils font du pair programming quasiment tout le temps. Au bout de 15 jours, quoi qu'il arrive, je les incite à s'émanciper du pair programming, à dire tiens, je vais essayer de faire cette tâche tout seul. Mais il y en a qui ne le sentent pas encore, qui ont encore besoin d'être accompagnés, donc on continue encore un petit peu en pair programming. Mais je pense que la base de l'apprentissage chez nous, c'est le pair programming. Donc pendant le pair programming, il va acquérir notre méthodologie de travail, puisqu'il va voir comment se passe tout notre cycle de développement. Il va discuter avec des gens sur le code, sur comment on essaye de faire du code de bonne qualité, comment on essaye de résoudre les problèmes au fur et à mesure, pourquoi c'est important de faire du test, pourquoi la qualité au final c'est les clients satisfaits et pas seulement avoir fait du joli code. Enfin, toutes ces notions en fait vont être transmises au travers du travail avec une autre personne. Donc c'est un petit peu la même idée que dans l'artisanat, on retombe au craft, où quand on a un apprenti, on le fait travailler en fait. On le fait travailler et il apprend en travaillant. Et au contact de quelqu'un de plus expérimenté qui, au fur et à mesure, va lui apprendre ce qui lui manque.
Ok. Tu avais évoqué, il me semble, des groupes de... Enfin, c'est pas si c'est des groupes de travaux, mais ce que tu appelles des forums. Oui, j'ai fait que la première couche. Allez, descendons, ouvrons cet oignon. Dans l'organisation de l'équipe... J'espère que ça va pas nous faire pleurer. Ça devrait aller. Dans l'organisation de l'équipe, nous avons mis en place, avec la croissance de l'équipe, puisque là, cette année, je me suis retrouvé quand même à une période avec 30 développeurs, nous avons mis en place des équipes transversales qui sont là pour traiter des sujets transversaux. C'est étonnant vu le nom. Avec des sujets de type l'architecture, avec des sujets de type la veille. Et donc des personnes qui sont volontaires et pas forcément expérimentées. Évidemment, il en faut. Mais pas seulement, il faut de tout finalement, vont réfléchir à comment bien faire de la veille, comment dynamiser la veille chez Tenaxia, parce que la veille chez nous elle est institutionnelle, les développeurs ont le droit, le devoir théoriquement, mais enfin bon, ils en font pas tous et je vais pas impliquer tout le monde là-dedans, mais ils ont la possibilité de faire de la veille au travail, ils ont un temps disponible pour ça, à condition derrière de faire une restitution de ce qu'ils trouvent quand c'est intéressant, évidemment. Ok, donc ils ont le droit et un devoir associé de partager aux petits copains et petites copines. Oui, aux camarades de classe. Aux camarades de classe. Tout à fait. Et ce droit, du coup, c'est quoi? Comment ça se formalise sur le... Enfin, c'est peut-être pas dans le contrat, mais c'est combien d'heures par mois, par semaine? Comment est-ce que tu matérialises ça aujourd'hui? Aujourd'hui, je matérialise ça en leur disant qu'en gros, ils ont le droit de passer une journée par mois à faire de la veille. C'est pas une journée complète qu'ils prennent, c'est du temps qu'ils dégagent à un moment donné. Et puis il y en a qui en font plus, il y en a qui en font moins. Donc je fais pas un contrôle hyper serré là-dessus. De toute façon, ils ont suffisamment de travail à côté qui les empêche ou qui ne leur donne pas envie d'aller faire de la veille pour qu'en plus, je n'aille pas leur mettre des contraintes supplémentaires. Mais le fait est que ils prennent le temps, en tout cas une partie d'entre eux, ils prennent le temps d'aller faire de la veille. Et derrière, ils en parlent entre eux parce que ce forum se réunit toutes les 2 ou 3 semaines pour faire un point sur là où ils en sont, ce qu'ils ont découvert, est-ce qu'il y a des sujets intéressants, et derrière pour organiser la restitution éventuelle des sujets les plus intéressants. Dans la veille, il va rentrer aussi le fait qu'on envoie des développeurs à des conférences et qu'ils vont revenir avec des sujets en tête qu'ils trouvent intéressants, qu'ils vont pouvoir creuser un peu justement pendant ce temps de veille, et puis derrière pouvoir en faire une restitution. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis tu parlais de forums, mes forums transversaux, il y a un forum d'architecture. Donc le forum d'architecture, j'ai pas d'architecte, mais j'ai quand même des gens qui se posent des questions. J'ai quand même des gens qui se posent des questions sur nos problématiques d'architecture, parce que nous en avons. On a du code qui a plus de 18 ans maintenant. Donc il n'a pas été écrit avec les mêmes règles à l'époque. Et même à l'heure actuelle, on n'a pas forcément toujours le code aussi bon que l'on souhaiterait. Donc c'est bien d'avoir un groupe de travail qui réfléchisse et qui soit volontaire pour y réfléchir. Et encore une fois, dans ce groupe de travail, j'ai des personnes un peu juniors, et puis j'ai aussi des personnes plus anciennes, et les discussions sont complètement ouvertes, et ils prennent des décisions ensemble. Et ces décisions, derrière, ils les font passer au reste de l'équipe. Et pour faire passer les restitutions et ces décisions d'architecture, on a aussi un espace qui est dédié, puisque tous les 2 mois, on fait une journée dédiée aux développeurs, et dont ils décident les sujets. Donc ils viennent avec leurs sujets d'architecture, leur sujet de veille, et moi éventuellement je peux demander aux différents managers de proximité ou le faire moi-même des sujets d'organisation par rapport à l'équipe. Et ça, c'est tous les 2 mois, une journée complète passée à faire ça. Alors ce que tu présentes comme panorama là, c'est très c'est énergisant en fait. C'est dans les faits, c'est quoi la proportion de dev de ton équipe qui s'empare en fait de ce que tu mets à leur disposition là? Comment est-ce que... Alors c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. On a toujours un problème quand on dit attention, dans 1 mois là on a la journée dev, on n'a pas de programme. Et en général j'ai peu de réponses immédiates quand je dis ça. Parce que tout le monde a déjà la tête sous l'eau avec tous les projets, tout ce qu'il y a à faire, etc.
Et néanmoins, en prenant les choses suffisamment à l'avance, en insistant, il y a toujours une première main qui va se lever, qui va dire bah voilà, moi je suis là à une conf, et puis en fait j'ai vu ça et il me semble que finalement on en a parlé pendant le forum veille, là, ça pourrait être intéressant. Donc, je vais essayer de trouver le temps d'organiser une restitution là-dessus. Et à partir d'une première personne, en général, derrière, j'ai plusieurs personnes qui vont faire des propositions et j'arrive toujours à avoir 3-4 ateliers par journée dev, donc tous les 2 mois. Alors après, par période, c'est plus des anciens qui vont prendre ça en main, parce qu'en plus ils sont plus rapides pour faire leur restitution, etc. Ils ont plus l'habitude. Et puis à d'autres périodes, je vais voir émerger des plus juniors qui vont venir, qui vont avoir envie de partager aussi, puis on les incite très fortement à partager. C'est dur quand on est junior d'oser partager. Oui, certainement. Je sais plus, j'ai oublié, mais... Non, mais là, c'est une perche un peu que je te tends sous forme de question. Bien sûr, un senior qui est en plus peut-être chez toi depuis longtemps, ok, il a la confiance, il sait comment faire, il l'a déjà fait plein de fois. Il est un junior, il a des choses très intéressantes à dire aussi. Il fait pas une veille moins intéressante que d'autres, mais c'est dur quand on est junior d'oser. Il y a un peu un syndrome d'imposteur. Il y a je l'ai jamais fait. Il y a l'expérience qui est pas là. Est-ce que toi, tu as des tips ou que tu mets en comment est-ce que tu essayes d'accompagner les juniors pour qu'ils osent, du coup, qu'ils ne soient pas uniquement pour consommer, mais qu'ils se sentent pertinents, qu'ils se sentent oser aussi, eux, partager ce qu'ils ont pu voir, ce qui les a intéressés? La méthode la plus courante que j'utilise, c'est de leur dire écoute, je sens bien que tu te sens pas très très chaud pour faire cette restitution. Et si tu la faisais en paire avec quelqu'un? Et donc ils partagent. Soit avec un autre junior, comme ça à 2, ils se soutiennent, ils ont l'impression d'être moins seuls. Soit avec un senior, mais dans ce cas-là, j'explique bien au senior qu'il faut qu'il laisse la place, évidemment, au nouvel arrivant. Donc encore une fois, j'utilise le pair programming. Le travail en pair. Le travail à 2. Le pair working. Voilà, le pair working pour résoudre un problème. Ok, ça marche. Ça marche pas mal. Après, ça peut être aussi des discussions avec la personne. Si vraiment la personne n'a pas envie, bon, déjà, je ne force jamais quelqu'un qui va être complètement opposé à l'idée, parce que ça serait contre-productif. Je ne suis pas là pour forcer les gens. Mais il se peut aussi que je fasse un petit one-on-one avec la personne et puis qu'on en discute et que j'essaye de comprendre ce qui lui manque pour passer le pas et pour aller de l'avant et faire cette restitution. Voilà. Alors je vois bien à 5 comment est-ce qu'on peut essayer d'opérer, je vois bien, j'imagine bien le rôle du manager à 5 pour animer ou à 10 pour animer ce type de communauté et de dynamique. Comment est-ce qu'on fait quand on est manager pour continuer d'animer avec la même intensité une équipe de 30 personnes quand on veut la conserver dans quand on veut l'amener à la maintenir dans cette dynamique-là? Eh bien, c'est très compliqué. C'est très compliqué, d'autant plus qu'à 30, on a plein de sujets que je mettrais dans la case administratif, même si ce n'est pas administratif, mais organisationnel, etc., qui prennent une autre importance. Inintéressant? Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que j'ai bien dit organisationnel aussi, okay. Qui m'intéresse beaucoup, mais qui ne permettent pas de passer suffisamment de temps au contact de toute l'équipe en fait. Et j'ai vécu ça, une période où je n'étais plus assez au contact de l'équipe, et en perdant ce contact, je perdais énormément d'informations, on va dire, de l'ordre du paraverbal, de l'ordre du chit-chat que l'on a au café ou quand on se déplace au milieu des développeurs pour leur demander comment ils vont, etc. Chose que je faisais avant. Dans Extreme Programming, c'est carrément un rôle. On demande à quelqu'un de faire ça, d'aller discuter avec les gens pour savoir comment ça se passe. Faire le canard en plastique quelquefois. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé à un moment, à une limite où j'avais compris que c'était vraiment nécessaire que l'on recrée cette proximité, je suis allé voir ma responsable RH et je lui ai dit mais comment je fais moi pour recréer cette proximité avec des personnes qui sont éparpillées sur 3 sites en France,
avec le télétravail, etc. Et nous sommes arrivés avec la discussion à la conclusion qu'il fallait nommer des managers de proximité. Et c'est comme ça qu'on les a appelés. En fait, j'ai nommé 4 managers qui vont donc encadrer, ils vont encadrer réellement les personnes en interne. Hein. Pour les prestataires, c'est moins, ils n'ont pas le même rôle. Donc ils vont avoir 4 développeurs chacun à encadrer. Et tout ce que j'ai décrit que je faisais avant, petit à petit, je leur délègue. Et ils sont en charge de recréer cette proximité, de recréer l'engagement, d'aller chercher les signaux faibles, de les remonter. Et c'est un co-management. C'est-à-dire que, bon, évidemment, ils ont chacun la responsabilité d'un petit nombre de développeurs, mais il est très rare qu'ils gèrent un problème global individuellement. C'est-à-dire que je leur demande de faire des actions à 4. J'ai eu besoin de les faire réagir sur un sujet la semaine dernière. Je n'étais pas là d'ailleurs, j'étais dans une autre commission ailleurs et j'avais autre chose à faire. Et ils ont fait ça à 4. Donc ils font front ensemble. Eux aussi ils sont juniors dans leur rôle de manager. Ils sont seniors pour certains en tout cas dans leur rôle de développeur, mais pas dans le rôle de manager. Donc ils s'épaulent les uns les autres. Ils ont décidé ensemble de comment ils allaient faire passer le message et ils l'ont fait à 4 ensemble. Donc voilà comment moi j'ai fait. Tu as créé une strate intermédiaire. Une strate intermédiaire, mais ils sont tous reliés entre eux. Quelque part, c'est une équipe de managers qui co-manage le reste de l'équipe. Et c'est complètement transversal au projet. Ils managent des gens, ils ne managent pas des projets. C'est vraiment la question qui me venait quand tu as commencé à dire voilà, j'ai nommé 4 personnes, mais comment est-ce que tu les fais travailler ensemble? Comment est-ce que tu garantis là? Et tu y as répondu spontanément. Donc on peut imaginer que c'est une des clés de la réussite et de la pérennité du maintien de la dynamique. Quoi. Et de ne pas réisoler justement, parce que tu vas te retrouver avec les 4 silos que tu as fait péter quand tu es arrivé chez Tenaxia en fait. C'est ça. Et puis notre organisation qui était très orientée projet depuis quelques temps, qui reprend une direction produit, crée à nouveau quelque part des silos, puisqu'on a des gens qui vont rester associés à des lignes produits un peu plus longtemps. Mais pour éviter que ces silos ne restent et que pour avoir un maximum d'échanges d'informations entre tous les développeurs, les équipes vont quand même bouger. Les gens vont changer de produit au cours d'une année, ils vont avoir le droit de bouger selon leurs envies. Et les managers ne sont pas des managers qui ont des équipes liées au produit. Ils ont des équipes qui sont complètement transverses aux différents produits. Donc ça aussi, c'est compliqué à gérer, ça ajoute de la difficulté, mais en même temps, il ne s'adresse jamais à un groupe produit, à une équipe qui travaille déjà ensemble. Il s'adresse à chaque fois, quelque part, à tous les développeurs quand il s'agit de s'adresser à tout le monde. Après, pour les cas individuels, c'est du management de proximité. Évidemment, ça reste personnel et il peut y avoir des problématiques individuelles. Ça reste, quel que soit le modèle, c'est toujours la même chose. Mais en tout cas, pour tous les sujets, on va dire, plus larges que juste une personne, ils sont obligés de s'adresser finalement à tout le monde parce que comme chacun travaille sur un produit différent avec quelquefois des méthodes de travail un peu différentes parce que chaque équipe produit va pouvoir choisir une forme d'agilité qui lui est propre, va pouvoir choisir de faire évoluer un peu les process en fonction de certains besoins. Le fait qu'on manage des gens qui sont comme ça dans plein d'équipes différentes, on ne peut s'adresser qu'à des vrais problèmes de management et pas des problèmes de méthodologie ou des choses comme ça. Donc finalement, ça crée des séparations entre les responsabilités qui sont exactement celles que j'attendais. Je voulais des managers et pas des managers qui prennent des décisions de méthodologie. La méthodologie, ça appartient aux équipes. Ça appartient pas... c'est pas du management en tant que tel. Ok. Et du coup, on sent bien que ça repose beaucoup sur... les échanges formels, informels, parler ensemble, se voir, être en proximité, échanger de manière transverse et verticale. Comment est-ce que on fait rentrer pas le besoin, parce que c'est pas un besoin, mais l'envie de télétravail et de home office qui a quand même beaucoup investi le secteur de l'IT, surtout depuis le Covid, déjà un petit peu avant, mais comment est-ce que tu gères le télétravail? Est-ce que c'est possible?
C'est quoi ta conviction là-dessus ? Alors nous le gérons. Déjà, nous n'avons pas eu le choix. Hein. L'équipe a traversé le Covid comme tout le monde. Donc, nous gérons le télétravail. Avant le Covid, nous le gérions déjà. J'avais des développeurs à Paris et des développeurs à Lyon. Donc, de fait, les uns par rapport aux autres, ils étaient en télétravail parce qu'ils travaillaient sur des projets communs. Parce que j'ai jamais isolé les développeurs parisiens sur des produits développés qu'à Paris et les Lyonnais sur des produits développés à Lyon. Donc, nous le faisions. Donc, nous étions déjà bien outillés par rapport à ça, techniquement et méthodologiquement. Après, comment on fait pour gérer ça ? On explique qu'il est nécessaire de venir au travail, qu'il est nécessaire de venir échanger. Au début, ça ne va pas forcément de soi pour tout le monde. Il y en a qui ne comprennent pas. Et puis, avec le temps, je m'aperçois que en fait, tout le monde a bien compris que la zone d'échange commune que nous avons régulièrement, elle est absolument indispensable. Indispensable dans le sens où elle crée de meilleurs échanges, elle crée plus d'efficacité. Donc si on a pour objectif d'être le plus efficace possible, il y a besoin de présentiel. Alors pas forcément tous les jours, mais en tout cas il est nécessaire de se voir, il est nécessaire d'avoir des personnes avec qui discuter, il est nécessaire de pouvoir déranger son voisin en sachant qu'il est disponible ou qu'il ne l'est pas. Quand on utilise un outil à distance, on ne sait pas si les gens sont réellement disponibles ou pas. La plupart du temps, l'indication de disponibilité est complètement hasardeuse sur l'outil. C'est juste. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de dire je vais déranger quelqu'un sans savoir s'il est disponible ou pas. Alors que quand c'est notre voisin, on voit bien s'il est en train de travailler à fond sur un truc compliqué, ou s'il est sur quelque chose de plus léger, ou s'il est en train de regarder un mail. Enfin, c'est pas du tout la même façon de déranger les gens. Donc moi, je fais passer le message, très clairement, qu'il est nécessaire de venir travailler. De toute façon, la politique de Tenaxia, jusqu'à très récemment, c'était une journée de télétravail. Il y avait un peu de souplesse, mais vraiment à la marge. Là, nous sommes passés à 2 jours. Mais honnêtement, je crois que je ne dois pas être loin d'avoir un tiers de l'équipe qui ne fait quasiment jamais de télétravail ou que de façon exceptionnelle parce qu'on leur livre un frigo et que ce jour-là, c'est plus facile d'être à la maison. J'en ai un tiers qui va en faire plus régulièrement, mais pas plus d'une fois par semaine. Et puis après, j'en ai à peu près un tiers qui va exploiter un peu plus les possibilités contractuelles de faire du télétravail. Mais pour moi, 3 jours de présentiel par semaine, c'est presque le minimum, quoi. C'est une condition nécessaire. Après toi, ça fait partie des conditions nécessaires à la mise en place et à l'entretien d'un cycle d'amélioration continue et de maintien des process de qualité. Je dirais pas que c'est nécessaire. D'accord. Ça n'est pas nécessaire. On a fait le Covid sans ça. Et on a continué de travailler. Mais l'énergie, pas sur du temps long. L'énergie réclamée, demandée à chacun pour maintenir du lien quand on ne se voit jamais, elle est beaucoup plus grande que celle qu'il est nécessaire de déployer quand on se voit régulièrement. Donc c'est vraiment un niveau d'énergie différent. Et c'est aussi un niveau de création de confiance entre les développeurs. C'est beaucoup plus difficile quand on ne se voit jamais. Or, quand ils travaillent ensemble dans une équipe, ils ont besoin aussi de se faire confiance à plein de niveaux. Et quand ils ne se voient jamais, c'est difficile de faire confiance à l'autre. On ne sait pas ce qu'il fait. Alors que quand on le voit régulièrement travailler à côté de soi, on voit bien s'il fait bien les choses ou s'il ne les fait pas. Donc ça évite aussi des tensions dans les équipes, ça évite des suspicions, ça évite... Le présentiel, ça facilite grandement les choses. Après, c'est pas indispensable. Il y a des tas de boîtes qui ne font pas du tout de présentiel. On prend GitLab, ils n'ont même pas de bureau, je crois. Ils ont une adresse. Ils sont tous éparpillés aux 4 coins du monde et ça leur convient très bien. De mon point de vue, de mon vécu en tout cas, et en tout cas avec la façon dont nous travaillons, si nous faisions ça, nous serions moins efficaces que maintenant. Mais c'est peut-être lié aussi à notre façon de travailler. J'imagine que... merci, tu as répondu à la question sous l'angle, pas forcément nécessaire, mais en tout cas, quantité d'énergie qu'il faudrait pour maintenir ce système-là. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des convictions profondes
viennent plus rejoindre ta casquette de coach, ou en tout cas humainement sur les relations humaines et l'importance de la sphère professionnelle dans son équilibre de vie également. Voilà, il y a peut-être d'autres choses qui débordent. Oui, certainement. Oui, moi, je suis convaincu qu'une entreprise, c'est une aventure humaine. Et donc, faire une aventure humaine sans voir les gens, c'est compliqué. Jusqu'à preuve du contraire. Une aventure humaine sans humain, c'est... Jusqu'à preuve du contraire, l'humain est un animal grégaire, il a besoin de se rapprocher des autres, alors quand il se rapproche trop, il s'énerve et ça se passe pas forcément aussi bien que ce qu'il voudrait, mais nous avons besoin du contact, nous avons besoin de vivre près les uns des autres, avec tout ce que ça implique comme difficulté aussi, mais c'est pour moi, de mon point de vue, et je suis pas un spécialiste du sujet, mais dans la nature humaine, donc oui, j'ai envie de vivre dans mon travail quelque chose qui me satisfasse aussi de ce point de vue-là. Donc je préfère voir les gens avec qui je travaille, je préfère avoir la possibilité d'échanger avec eux en dehors du cadre du travail strict. Ça veut pas dire quand on va boire une bière après, mais dans le travail, aller boire un café, on apprend énormément de choses, y compris pour le travail finalement, même quand on parle d'autres choses. Il me semble qu'il y a un acronyme qui s'appelle PRACMA. Je vais peut-être t'apprendre un acronyme. Oui, tu vas m'apprendre un acronyme. Le fameux Project Review at the Coffee Machine. Ah oui, ça se produit très souvent. Et ça, à travers un Slack ou un Teams, on peut pas le faire. Enfin, ça marche très mal. À tel point que nous, on l'avait fait aussi. On avait institutionnalisé pendant le Covid, le vendredi matin, à telle heure... on se connectait tous en même temps pour discuter de tout et de rien, mais surtout pas de boulot, pour garder du contact, etc. Et ça finissait quand même par aborder des sujets qui pouvaient avoir attrait au travail à un moment donné. Mais enfin, ce besoin pour moi de lien, il est important. Et créer du lien à distance, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bien, ce qui me semblait qu'il y avait des convictions internes derrière, des convictions profondes derrière. Du coup, ça fait basculer un peu sur... basculer. On a pas mal parlé du coup, tu as pas mal parlé avec ta casquette de responsable R&D aujourd'hui chez Tenaxia. Tu as une autre casquette de coach interne. Qu'est-ce que tu peux en dire? Comment est-ce qu'on porte cette double casquette? Déjà, c'est quoi? Coach interne, c'est quoi? Alors, c'est coach interne, c'est pas ce que je fais chez Tenaxia réellement, parce que si je voulais être vraiment coach interne chez Tenaxia, vu la taille de la boîte, ce serait juste une mission impossible. Encore un titre LinkedIn pompeux. C'est ça, c'est exactement ça. Non, mais j'aime pas quand on emploie des mauvais termes, et bon, par simplicité, c'est le terme qui est employé, mais je ne peux pas être coach interne parce que je ne peux pas faire de coaching individuel chez Tenaxia, en tout cas dans la taille de l'entreprise jusqu'à maintenant, parce que je connais tout le monde. Et on ne peut pas coacher quelqu'un qu'on connaît trop bien. Déontologiquement, c'est pas possible. Et puis même, ça crée trop de biais dans la façon dont on va aborder le coaching quand on connaît trop bien quelqu'un. Donc, j'imagine que le fait que tu aies aussi une autre casquette est un biais secondaire, mais qui... Bien sûr, mais à la limite, on pourrait dire que je pourrais aller coacher des personnes dans d'autres services, mais c'est... Ça, alors, pas le service produit, du coup. Non. Mais ça ne se fera pas, je pense, avec des nouveaux, éventuellement, ça pourrait se faire, mais dès que je commence à avoir côtoyé les gens trop longtemps, je peux pas le faire. Non, par contre, la casquette, je l'ai portée de très nombreuses fois sur du coaching d'équipe, parce que le coaching d'équipe implique beaucoup moins d'aspect personnel des personnes, et on coach vraiment une équipe et non plus une personne. Et là, mes biais et mes a priori sur l'équipe d'en face, j'en ai pas, parce que je les connais pas, je discute pas avec des équipes, donc je ne sais pas forcément comment ils fonctionnent avant de faire un coaching, et je pars donc sans a priori, avec des objectifs donnés par un manager, et donc là je peux exercer plus facilement cette casquette de coach. Et donc, en quoi ça consiste? Ça va consister à accompagner des équipes sur des problématiques qui vont être remontées par leur manager pendant 1, 2, 3 sessions pour leur permettre d'atteindre un objectif, fixé en général par le manager. Donc c'est très varié comme type d'objectif. Ça peut être je veux une équipe qui soit plus soudée. Ça peut être je veux une équipe qui est plus à cœur d'être performante. Je veux une équipe...
c'est pas forcément les sujets que j'ai eus, mais voilà le genre de sujet que l'on peut avoir quand on coach une équipe. Ça peut être simplement, j'ai envie que les gens ils se connaissent mieux. Alors, il faut comprendre d'ailleurs pourquoi il y a ce besoin de se connaître mieux. Le vrai objectif est derrière. À cause du télétravail. Non, mais c'était déjà avant. Ça peut être accompagner aussi des équipes pour qu'elles soient mieux, pour que les personnes soient mieux alignées et que tout le monde ait bien compris qu'est-ce que signifiait être aligné par rapport à des objectifs, par rapport à des besoins de l'entreprise. Voilà. Donc, différentes lettres de mission. Qu'est-ce qui, toi, te plaît? Qu'est-ce qui te meut dans cette casquette de coach? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce qui me fait vibrer, c'est quand je fais le bilan du point de départ. Où est-ce qu'en est l'équipe? Où est-ce qu'en est une personne éventuellement au point de départ? Ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne, etc. Et puis, à la fin, faire le bilan et voir le chemin parcouru. Et surtout, le changement de regard des personnes par rapport à la problématique. Parce que finalement, le plus important, c'est de les faire changer de perception, de les faire changer de regard, pour qu'ils abordent le problème d'une façon différente, afin d'atteindre l'objectif. Et le moment qui me plaît le plus, c'est quand je sens dans l'équipe ce déclic qui fait que tout à coup, ils ne voient plus les choses de la même façon. Et donc, ils vont être capables de créer de nouvelles solutions. Et c'est ça que je trouve génial. C'est quand on arrive enfin à créer ce pas de côté pour toute l'équipe. Et c'est ça qui est génial avec une équipe, c'est que tout à coup, on voit un basculement. C'est toute l'équipe qui se décale et qui rentre dans une dynamique différente. Donc, on crée une nouvelle dynamique. Alors, c'est marrant, l'image m'appelle une question. Hein. C'est toute l'équipe qui se décale en même temps? Non. Ou il y en a un ou deux qui se décalent et puis l'équipe commence à la regarder? Non. C'est quoi les dynamiques de groupe, justement? Elles sont diverses et variées. Mais ça va vraiment dépendre des équipes. Il y a des équipes qui vont bouger d'un coup, réellement. Et il y a des équipes qui vont bouger petit à petit aussi. Mais jusqu'à maintenant, j'ai eu l'impression, en tout cas à chaque fois, de voir un moment où il se passait quelque chose. Et se passer quelque chose, oui, ça peut être une personne tout à coup qui a une réflexion différente par rapport au sujet qu'on est en train de travailler et qui va mettre le doigt sur quelque chose, enfin voir l'éléphant qui est au milieu de la pièce, enfin je sais pas, selon les cas. Et quand c'est une personne comme ça, souvent les regards changent juste derrière dans le reste de l'équipe. Il pose une question ou il fait une remarque et là on constate tout à coup que le reste de l'équipe se dit « Ah mais oui, s'il avait mis le doigt sur quelque chose là ». Et donc oui, ça peut être juste une personne au départ qui perçoit une différence, mais ce que j'ai constaté, c'est que très souvent, juste derrière, il y a plein de gens qui basculent avec lui. Alors pas toujours tout le monde, hein, il y a des gens qui basculeront jamais. Il faut arriver quand même à les entraîner avec les autres. Et c'est aussi un truc très intéressant. Mais il y a cette notion de bascule. Ouais. Est-ce que dans un groupe, en tant que quand tu es sur une mission de coaching, tu cherches à identifier les leaders ou les personnes qui vont être le plus à même d'aider le groupe à basculer? J'imagine qu'il y a des gens qui sont neutres, tu vas avoir des résistants, et puis des personnes qui vont... J'imagine qu'il y a trois grands types de... Peut-être que je me trompe. Il y a plein de modèles pour décrire un groupe et une équipe. Donc, okay. Ils ne sont pas que trois, en fait. Okay. Mais le fait est que, oui, on va avoir une vision de l'équipe à un moment donné, au début. Il est très fréquent que je commence par faire un atelier pour briser la glace, comme on dit, mais qui me permet, moi, déjà, d'identifier des choses qui m'intéressent dans l'équipe. Ça peut être en effet des leaders, ça peut être des gens qui freinent, ça peut être des choses comme ça. Et moi, ça me permet, dans les ateliers suivants, de m'adresser à eux d'une façon différente, en fonction de l'étiquette que je leur ai collée sur le front momentanément, par rapport à la session courante, pour que tout se passe bien et que les ateliers derrière soient les plus constructifs possibles. Mais d'un atelier à l'autre, quelqu'un peut changer de rôle.
Ça dépend s'il se sent concerné ou pas par l'atelier, s'il se sent heurté ou pas par le sujet, etc. Donc, de toute façon, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant, il faut composer en permanence avec ce que l'on vit pendant l'atelier. Quand j'organise une journée complète de coaching d'équipe, je fais un plan, je prévois des ateliers, et puis je prévois un plan A, puis un plan B, puis pour tel atelier, un plan C, et généralement, la journée finale n'a pas ressemblé à ce que j'avais prévu au départ, parce que j'ai composé au fur et à mesure. Il se peut même que j'ai improvisé un atelier en m'inspirant de ce que j'avais prévu, mais en faisant un petit truc différent, parce que j'ai vu que ça serait mieux comme ça par rapport à ce qui avait été fait avant. Enfin, c'est vivant. C'est ça qui est aussi que j'apprécie. C'est un deuxième point en fait que j'apprécie beaucoup. Merci de l'avoir fait émerger. C'est ce côté d'une activité très vivante. Il ne s'agit pas de dérouler des ateliers qui sont gravés dans le marbre et que on entraîne les gens selon un schéma qui est déjà tout établi. C'est oui, on tente un truc, on voit comment ça marche. Et à partir de là, on construit quelque chose de nouveau, et ainsi de suite. Alors évidemment, on a quand même... Encore un cycle itératif. Oui, quelque part. Mais on construit en fait une journée au fur et à mesure qu'elle se déroule. Alors évidemment, j'ai des objectifs, j'ai un canevas qui est là, auquel je vais me raccrocher. Mais rien ne se passe jamais comme c'était prévu. Et ça c'est un truc qui est vrai dans toute activité... en tout cas dans le développement logiciel, qu'on soit manager ou développeur, rien ne se passe jamais comme c'était prévu. Rien ne se passe jamais comme c'était prévu. Ça pourrait être un titre. Ouais. Ça pourrait être le titre d'un livre. Ouais. Et c'est d'ailleurs un sujet que je trouve assez intéressant, c'est qu'on est souvent en entreprise enfermé dans une pensée très linéaire, très cartésienne. Quand il se produit ça enchaîne ça, et puis il y a ça qui s'enchaîne, et il y a ça qui s'enchaîne. Et donc, on a l'illusion que parce que on va bouger un curseur, il va se produire quelque chose derrière qui est très attendu. Et mon constat, c'est qu'il ne se passe quasiment jamais ce qui était attendu si on ne bouge qu'un curseur. Ou voire, ça peut provoquer des événements qui n'ont même rien à voir finalement. Et il me semble que dans la tête des managers, on devrait rentrer dans une pensée beaucoup plus complexe, ajouter un regard systémique sur les choses, se dire que finalement l'information ne passe pas forcément là où je crois, que le process c'est l'affichage, mais qu'est-ce qui se passe réellement derrière dans les équipes. Et donc arrêter de s'attendre à ce que en changeant un paramètre, derrière, il se produise quelque chose de miraculeux. C'est vraiment... Enfin, j'ai beaucoup rencontré ça. Un exemple tout bête, hein, c'est on a une équipe qui avance pas. Si j'ajoute une personne, ça va aller plus vite. Celui-là, on le connaît bien, ouais. Est-ce que c'est vrai ? Il y a plein de cas où c'est pas vrai. Et alors, si on arrive en fin de projet, c'est pas vrai du tout. Parce que le temps que la personne apprenne quelque chose, elle fait perdre du temps à tout le reste de l'équipe. Surtout quand le projet est déjà bien avancé. Et donc finalement, ajouter quelqu'un, ça peut être valable et ça peut faire gagner du temps, mais jamais immédiatement. Sauf cas exceptionnel où on a une problématique technique hyper identifiée et qu'on apporte un expert qui a la solution hyper identifiée aussi. Mais c'est rarement ça. C'est juste, du coup j'ai envie de creuser, je ne sais pas si... qu'est-ce qui fait qu'on a une culture managériale qui nous incite à penser de manière linéaire et non systémique ? Déjà, c'est pas enseigné. Est-ce que tu crois qu'on enseigne la pensée complexe ? Est-ce que tu as déjà vu dans tes cours parler d'Edgar Morin ? Est-ce que voilà, déjà pourtant ça fait 50 ans que ça a été théorisé en philosophie et par des Français et des Américains, et on n'entend quasiment pas parler, parce que je pense que oui, on est dans un enseignement d'une pensée linéaire tout le temps. Donc déjà, voilà, rien que ça à la base, on nous apprend que quand on fait ça, il se produit ça.
Que c'est parce que l'entreprise déteste l'inconnu? Peut-être aussi, mais là on rentre dans un domaine de sociologie que je ne maîtrise pas. Non mais réellement, je pense que en plus il y a une forme peut-être de... Enfin c'est facile d'avoir une pensée linéaire, une forme de paresse intellectuelle qu'on a tous, hein, de se dire bon bah si je fais ça, il va se passer ça, si je dis ça à un tel, il va réagir comme ça. Si dans l'équipe je bouge ce curseur et je vais obtenir ça, c'est facile. Puis on s'arrête là, puis on le fait, puis ça marche pas, donc on continue, on itère. Alors déjà si on itère, c'est qu'on a déjà commencé à comprendre un petit peu que les choses n'étaient pas linéaires. Mais voilà, et je pense que les notions de monde VUCA, etc., maintenant sont quand même assez répandues. Et donc, on va pas s'étendre encore pendant 1 heure là-dessus, mais le monde est complexe. Donc arrêtons de croire qu'en faisant des choses simples, on obtiendra des résultats brillants. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que des actions simples ne mèneront pas à des résultats, à mon avis. Enfin si, ça peut arriver, c'est comme tout. Mais, sur des cas particuliers. Sur des cas particuliers ou sur un coup de bol. Mais dans le cas général, il faut prendre en compte plein de choses. Je te propose qu'on laisse les auditeurs à ces questions ouvertes et que ça ouvre leur réflexion et qu'on en arrive au moment de la conclusion, si ça te convient. Conclusion où j'aimerais te poser quelques questions. Du coup, la première, c'est est-ce que tu aurais 3 livres? Quels sont les 3 livres que tu aimerais conseiller, dont tu estimes que la lecture est indispensable ou salvatrice? Alors, 3 ou 4 ou 5 ou 1, c'est pas le chiffre qui est important dans la question. Alors le premier que je conseillerais, c'est un vieux livre qui est complètement dépassé. Plus personne fait ça, mais moi j'ai tellement appris en le lisant. C'est Extreme Programming Explained, 2e édition, qui n'a rien à voir avec la première. La première était très technique, la deuxième est basée sur l'aventure humaine. Première phrase du premier chapitre, Ken Beck dit que software design is an exercise. Extreme programming is about social change. Donc il va parler d'organisation de développement et il dit que c'est un changement social. Donc déjà. C'est un bon teaser quand même. Hein. Ouais. Et dernièrement, j'ai vu une autre citation de lui, et c'est à elle que je pensais, mais qui va dans le même sens, c'est le software design is an exercise in human relationship. Donc voilà. Avant tout, c'est pas que de la technique, c'est des relations humaines. Donc, et il pose vraiment les bases de tout ça dans Extreme Programming Explained. Le fait qu'on a des outils, des principes, des pratiques, des principes, et puis des valeurs. Et que on utilise une pratique, on voit qu'elle n'est pas super adaptée, on se reporte au principe, et on voit comment on peut faire évoluer l'outil pour rester dans le principe. Et puis si le principe, c'est pareil, on est obligé de jongler un peu avec, on va se raccorder aux valeurs. Et en fait, ça, dans tout ce que je fais, moi je me raccorde toujours finalement aux valeurs. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien dans le cadre des valeurs de l'entreprise? Est-ce que ça va bien avec les miennes aussi? J'ose espérer que les gens travaillent dans des entreprises qui ont les mêmes valeurs qu'eux, sinon ça doit être compliqué. Mais au pire des cas, on se raccroche à la colonne vertébrale et voilà. Et ça, c'est avec ce bouquin que je l'ai compris, quoi. Donc, chose que j'ai recompris derrière dans ma formation de coach, mais déjà à l'époque, il y avait ça dans ce livre. Une deuxième lecture, encore plus. Donc ça, c'est le premier. Si on reste du côté du développement, un livre absolument illisible et pourtant plein d'informations très intéressantes, Clean Code et Clean Architecture, d'Uncle Bob. N'allez pas voir qui est l'Uncle Bob, c'est pas forcément le personnage le plus intéressant du monde. Par contre, ces bouquins, c'est complètement extrémiste, c'est complètement impossible à faire ce qu'il dit, mais tous les fondamentaux sont là, quoi. Donc il faut en extraire de cette lecture vraiment les fondamentaux et ils sont indispensables et ils sont là, quoi. Donc ça aussi c'est une super lecture pour un développeur qui a
Il faut pas être junior, hein, sinon... C'est la question que j'allais te poser pour revenir sur l'art désolé. On repart un petit peu du coup, mais c'est des livres qui sont souvent mis en avant, en tout cas les deux là, surtout Clean Code, dans la culture craft. Et on entend que c'est des principes qui sont inapplicables, que c'est velu, c'est très dense. Comment un développeur junior peut... un développeur junior, il va lire quoi avant de lire ça? Alors, il faut qu'il ait fait quoi? Il peut lire Head First in Design Pattern. Déjà, ça lui permettra de comprendre énormément Alors, de je principes. précise aux auditeurs que tu viens de montrer du doigt le dernier livre qui est sur la bibliothèque derrière toi. C'est un super bouquin qui permet de comprendre vraiment à quoi servent les design patterns, mais dans le détail et avec des exemples extrêmement concrets et apportés petit à petit. On construit un bout de code et puis on s'aperçoit qu'il y a une limite à ce code et on ne peut plus le faire changer comme on voudrait par rapport à un besoin. Et paf, le design pattern apporte la solution. Et donc, on enregistre vraiment à quoi servent les design patterns. Enfin, c'est un super bouquin. Franchement, celui-là, je peux le conseiller à un débutant. Merci, bonne réponse. Et après ça, quand on a compris à quoi servent les design patterns, on peut commencer à lire UnclePub. Voilà. Même s'il y a d'autres choses à savoir avant, et même s'il faut aller... il y a plein de choses à apprendre avant de tout comprendre UnclePub. Honnêtement, je suis reparti dans des concepts dernièrement que j'ai découverts dans ces bouquins et sur lesquels je me pose encore des questions. Alors moi, je fais plus de code depuis longtemps, mais des développeurs seniors chez nous... on a discuté ensemble et on s'est dit mais est-ce qu'on avait vraiment bien compris ce truc-là finalement? Parce que c'est très profond. Donc oui, ce sont des livres difficiles à lire. Puis pour les managers, un petit dernier pour la route, un bouquin qui m'a fait vraiment réagir, qui s'appelle La faillite de la pensée managériale, de François Dupuis, je crois. Qui justement introduit la notion de paresse intellectuelle, de pensée linéaire vis-à-vis de la pensée complexe, et qui explique qu'il n'y a pas de... il ne faut pas qu'on cherche à toujours trouver des solutions. Il faut aussi aborder des problèmes. Et aborder un problème, ce n'est pas forcément y trouver une solution. C'est aborder le problème. Et ça, c'est un truc qu'on ne fait pas toujours en entreprise et qui est pourtant bien nécessaire. Creuser un problème, c'est aussi intéressant que trouver une solution. Et quelquefois, il n'y a pas besoin de trouver une solution une fois qu'on a creusé le problème. Donc, être toujours dans la recherche de solutions à tout prix, et alors pire que tout, avec la pensée linéaire, croire qu'il existe une solution idéale à un problème, ça, c'est une erreur. Il existe une solution idéale pendant 30 secondes. Après, les gens ont déjà commencé à changer et la solution managériale n'est plus la bonne. J'exagère avec 30 secondes, mais... mais c'est l'idée. C'est l'idée. Il faut en permanence se remettre en question et se poser des questions sur comment faire évoluer les choses. Et ça ne sera jamais 2 fois de suite exactement de la même façon. Vaste programme. Oui. Enfin, vaste programme. Ardu programme, en tout cas, de déconstruction. C'est un programme de déconstruction, hein. On est bien d'accord. On peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. Nicolas, merci pour ce que tu as eu envie de nous partager aujourd'hui. Ce fut un vrai plaisir de t'interviewer. Et puis, je te dis à bientôt. Écoute, avec plaisir. J'étais très heureux de pouvoir échanger avec toi, de partager... le peu de choses que j'ai pu comprendre jusqu'à maintenant et qui m'aident au quotidien. Et il le dit avec humilité en plus. Et il y a des gens sûrement très supérieurs à moi sur tous ces sujets-là. Mais en tout cas, moi, il y a quelques petits trucs que j'ai compris et que j'aime bien justement partager et échanger avec les autres. Et bon, là, c'est un format d'interview, mais un échange ouvert avec des questions où on me renvoie sur mes propres contradictions, parce que ça arrive aussi, c'est aussi fabuleux, j'adore ça, et on se construit justement en continuant d'échanger. Donc les tables rondes, par exemple, c'est très intéressant aussi. Donc je mettrai ton 06 en commentaire pour tous ceux qui souhaitent échanger avec toi. Merci Nicolas. Merci Jean-Fabien.
Voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que l'échange aura généré quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, partagez-le, parlez-en autour de vous. Vous contribuez ainsi à la diffusion des idées et c'est quand même ça la finalité d'un podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Salut!